Et coucou YouTube. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc un bilan lecture. Voilà, comme d'habitude, toutes les 2-3 semaines environ. Je fais un nouveau bilan lecture. Et là, j'ai quand même 10 livres. J'ai bien lu. Bon, c'est pas des pavés, c'est pour ça. Mais j'ai bien lu quand même. Je suis contente. Voilà, donc je suis comme d'hab en live avec les copains et les copines. Et ben écoutez, je pense qu'on va attaquer. Alors petit préambule, je n'ai eu aucune mauvaise lecture. Par contre, j'ai eu beaucoup de oui mais. J'ai eu pas mal de oui mais, c'est-à-dire des lectures bien, bonne lecture, mais toujours un petit truc qui gêne. Voilà, il y en a eu quelques-unes. Donc comme d'hab, j'ai mis de la moins bonne à la meilleure. Vous verrez que mes trois premières lectures sont, enfin les trois dernières du coup, sont excellentes, ont vraiment été excellentes. C'était pas des oui mais cette fois. Et j'attaque avec, alors c'est pas vraiment un oui mais c'est que bon, je m'y attendais, hein, voilà, j'ai lu donc Agir et penser comme un chat de Stéphane, je sais plus comment, Garnier je crois. Ouais, je suis pas sûre du nom, mais bon, c'est pas grave. En fait, voilà, j'ai lu ça dans le cadre du challenge défi lecture 2023 parce qu'il y avait une catégorie développement personnel. Voilà, tu l'as dit, Bubu. Et moi, personnellement, je déteste profondément le développement personnel parce que pour moi, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour moi, ça enfonce des portes ouvertes. C'est absolument pas pertinent. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ça ne tient pas compte des troubles mentaux, des stress post-traumatiques, voilà, de tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie et qui ne peuvent évidemment pas être résolus juste en lisant un livre. Du coup, voilà, je trouve même des fois ça dangereux, en fait, le développement personnel, sur certains aspects. Merci, Karine. Mais voilà, bon, je me suis dit, allez, je vais en tenter un, je vais tenter celui-là, parce que pourquoi pas. Parce que, ben voilà, je me suis dit, oh, ça va être rigolo, parce que ça parle des chats et tout ça, donc voilà, je me suis dit, je sais pas, je m'attendais à un truc humoristique. En vrai, alors, s'il y a un petit peu d'humour quand même, hein, même pas mal d'humour, mais on est vraiment dans un livre de développement personnel. J'espérais que non. J'espérais limite que ça serait une parodie de développement personnel. Non, non, on est vraiment dans un livre de développement personnel. Bon, mais au moins j'ai coché la case. Du coup, voilà, c'était sympathique à lire, mais bon, moi je peux pas apprendre ça au premier degré. Et c'était premier degré, c'est ça le problème en vrai. Donc vraiment, ça expliquait en fait comment agissent les chats et pourquoi on devrait agir comme eux. Et bon, alors sur certains points, j'étais assez d'accord, hein, bah oui, évidemment, mais d'ailleurs, voilà, encore une fois, j'ai envie de dire comment ne pas être d'accord en fait, mais ça fait partie du problème, c'est encore une fois, ça enfonce des portes ouvertes parce que oui, d'accord, il faut qu'on soit patient, il faut que on sache se taire, il faut que on prenne du temps pour soi, il faut qu'on soit fidèle en amitié, qu'est-ce qu'il y avait encore je sais plus, enfin bon, plein de trucs comme ça. Ok, pour faire comme le chat. Oui, bah oui, évidemment, évidemment qu'il faut qu'on fasse ça, mais j'ai envie de dire oui, mais c'est pas à le dire, c'est pas ça qui va résoudre le problème en fait. Hein, Donc bon, voilà, super, c'était très mignon, c'était très. Voilà, j'étais d'accord, hein, j'étais tout à fait d'accord, mais bon, il y a entre le dire et le faire, il y a une grosse marge. Ouais, non, mais moi non plus, Adeline, en vrai, En vrai, mais sérieux, mais n'importe qui peut donner ce genre de conseils, quoi. C'est tellement... Coucou, Julie. J'espère que tu vas bien aussi. Normalement, tu le résumes en 5 aussi aphorismes. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Odeya.
Et là, franchement, c'est pareil, c'est vite résumé, hein, voilà. Mais bon, après, c'était mignon, il y avait le chat qui parlait aussi de temps en temps, voilà, bon, c'était rigolo, 2 minutes, voilà, c'était très court, hein, donc ça m'a pas fait trop perdre mon temps, mais voilà, j'aurais coché la case du développement personnel. Ça confirme que c'est pas du tout pour moi, vraiment. Mais j'aimerais bien lire, vous savez, quand on regardait enfin, vous savez, non, sur YouTube, non, mais quand on regardait ma palle en live, là, il y avait un autre truc de développement personnel que j'avais, c'était je ne suis pas bordélique, je suis créative. Ça, à la limite, comme c'est un truc un peu plus de niche, voilà, sur le fait d'être bordélique, hein, en l'occurrence, même si, évidemment, ça va pas régler mon TDAH, mais ça, à la limite, ça peut être rigolo, ça peut être peut-être plus pertinent. Mais quand c'est du développement personnel très général comme ça, non. Coucou Margot. Ah super. D'ailleurs, il faut que je fasse une story là pour rappeler qu'il y a ma palle du Black November sur Insta. Voilà. N'hésitez pas à aller la voir. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire. Pour l'instant, je n'ai qu'une binôme. Enfin, une et demie, on va dire, parce que il y a Rose, on va essayer de... On n'a pas choisi le livre la même semaine, mais on va essayer de voir si on peut chevaucher tout ça. Mais voilà, donc si vous voulez être en binôme avec moi, n'hésitez pas. Voilà, s'il y a un livre dans ma palle, au moins ça me poussera à le sortir aussi, c'est bien. S'il y a un livre, si vous avez le même livre, voilà, vous avez choisi le même livre la même semaine, si possible la même semaine, c'est mieux quand même. Parce qu'avec Rose, j'ai fait la connerie de dire « Ah oui, moi aussi, j'ai Paternoster !» Et après « Ah merde, mais en fait, je l'ai pas mis la même semaine. Oups !» C'est pas bon. Ouais, tu m'étonnes, Bubu. Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi tu parles de ça, Solveig, j'ai loupé un truc, mais ok. Ah oui, des bouquins de développement personnel bateau et des romances à couverture torse nu. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah ouais, kilomètre zéro. Putain, c'est tellement pas un livre. C'est tellement un livre que je lirai jamais. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà. Mais même, en fait, quand je parlais de je suis pas bordélique, je suis créative, je pense à, par exemple, les trucs de Marie Kondo et tout ça. Ça, pareil, tu vois, tu peux te dire, ouais, c'est un truc particulier pour un syndrome particulier, on va dire. Mais même ça, je trouve ça nul, en vrai, quand je vois, par exemple, il faut garder que 5 livres maximum. Meuf. Non, mais ça tient tellement pas en compte ça tient tellement pas compte des passions des gens, des collections, des collectionneurs, etc. En plus, enfin voilà, genre t'es collectionneur, ça y est, c'est un mal. Bah non, je sais pas. Enfin bon, bref. Il y a des trucs comme ça. Voilà, voilà. Allez. Hop. Je passe. Il est temps que je passe au deuxième. Alors, on commence la série des oui mais. C'est parti. Le chat noir et autres nouvelles d'Edgar Allan Poe. Cette fois, j'ai lu en entier. Bon, il n'y avait que 3 nouvelles, alors ça va, c'était facile. Bon. Le oui mais, c'était que, oui, franchement, d'ailleurs, j'ai adoré la première nouvelle, là, Le chat noir. Excellente nouvelle. La deuxième aussi, j'ai beaucoup aimé. Peut-être que c'est dû au fait aussi que ces 2 premières nouvelles étaient réécrites dans la série La chute de la maison Usher, qui m'a d'ailleurs donné envie de lire, voilà, Le chat noir. La troisième, j'ai complètement oublié de quoi ça parlait. Mais comme dans Histoire extraordinaire, j'ai un souci avec la plume d'Edgar Allan Poe, qui est très très pompeuse. Voilà, très très pompeuse, très très lourde. Et du coup un peu rébarbative, on va pas se mentir. J'adore à chaque fois le fond de ces histoires. Mais le problème, c'est que le fond est trop facilement effacé par cette plume trop lourde. Voilà. Mais voilà, après, c'était intéressant. Non, franchement, la première nouvelle était vachement bien.
Mais voilà, après, je sais pas. Mais je retenterai cet auteur. J'aurais tellement voulu acheter le livre, là, La chute de la maison Usher. Et d'ailleurs, tenez-vous bien parce que dans les sorties de dimanche, il y aura du Edgar Allan Poe. Non, il n'est pas revenu d'entre les morts pour sortir un nouveau livre. Mais vous verrez il y a du Edgar Allan Poe et c'est évidemment directement lié à la sortie de la série télé, voilà, enfin série télé, ça fait bizarre de dire série télé, série Netflix en fait, hein, mais voilà, ça a relancé tout un truc, donc déjà il y a ce fameux hardback que je voulais acheter là c'était qui déjà qui, ah je sais plus qui c'est qui publiait, j'ai oublié, et il y a encore d'autres choses donc à venir. Voilà, mais ça m'énerve parce que du coup, c'est vrai que la série m'a hypé sur cet auteur et voilà. Bon, on verra ça. Ouais, Adeline, on en avait parlé, ouais. C'est trop sympa ta proposition, Margot. Coucou Silou. Ouais, le retour de peau, ouais, complètement. Allez, non mais n'empêche que j'aime bien moi quand le fait que des séries télé relancent les livres derrière en fait, comme ça a été le cas aussi pour The Witcher, ça a été le cas pour plein de choses, Game of Thrones, etc. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que ça crée un engouement comme ça autour des livres. Il y a eu Heartstopper aussi, il y a eu, enfin voilà, il y en a eu plein. Et c'est cool. J'aime bien l'idée. Après, par contre, le seul truc qui me saoule, c'est quand ils se mettent à ressortir les livres avec la couverture, genre qui est une image du film. Je trouve ça très moche. Je trouve ça très très moche. Voilà. Je suis bien contente qu'il l'ait pas fait d'ailleurs pour La chute de la maison Usher. Parce que du coup, ils ont réédité des beaux livres, mais c'est pas avec les images de la série. Voilà, ça c'est bien. Parce que je trouve ça très moche à chaque fois de faire ça, je comprends pas. Enfin, si je comprends, parce que c'est pour attirer le regard, dire ah, c'est la série que j'ai vue, machin. Mais c'est pas beau. Ah non, mais c'est clair, Adeline, on est d'accord. Hein. Franchement. Voilà. Moi, j'avais The Witcher, j'ai commencé à lire, j'avais lu le premier tome, mais en fait, le problème, c'est que le premier tome ne suit pas la série, enfin, en partie. En fait, c'est très bizarre parce que la série reprend des trucs un peu à droite à gauche dans les tomes. Voilà, en gros, c'est très, très particulier. Mais j'avais pas été de ouf. En vrai, j'avais pas été de ouf. Voilà, pareil, j'ai eu du mal avec la plume et tout, donc. Mais j'avais bien aimé. Alors, j'avais bien aimé la saison 1, mais pas au point de regarder la saison 2. En vrai, je sais pas, je suis pas. Voilà. Pas plus. Pas plus, pas plus. Voilà, pour celui-ci. Alors, Kwesipan de Naomi Fontaine, qui m'avait été recommandé par Karine et que grâce à elle, j'avais pu écouter en livre audio sur Radio-Canada. Voilà, qui a été une très belle histoire, mais ça va être un oui mais, évidemment. On ne serait pas là. Je sais pas. En fait j'étais perplexe en vrai pendant tout le long du bouquin et à la fin. J'étais un peu perplexe parce que oui, c'est très beau, c'est super. Alors j'ai adoré tout, évidemment, hein, tout ce qu'on apprend autour de ce que ça... Alors, peut-être dire de quoi ça parle. J'ai pas dit pour le chat noir, mais c'était des nouvelles, donc voilà. En fait, donc, on va suivre alors, je crois qu'on suit même plusieurs personnages. J'avoue que j'étais un peu confuse aussi là, par rapport à ça. On suit une mère donc autochtone qui va un peu raconter son histoire. Donc ça se passe au Québec. Et du coup, ouais, j'étais un petit peu perplexe sur plein de choses. Déjà parce que oui, j'étais parfois un peu perdue dans son récit. Et puis, je sais pas, des fois, je me demandais, pas quel était le message, parce que le message, c'est oui, évidemment, que bon, le racisme, tout ça, machin. Je sais pas. En vrai, j'ai eu le même sentiment que quand j'avais lu M de Kim Thuy, qui parle aussi de racisme et tout, mais donc sur une autre communauté, hein, c'était les Boat People, les Vietnamiens qui ont fui les Khmers rouges et tout ça, donc oui.
Mais pareil, j'ai eu cette même sensation, c'est-à-dire, ok, elle me raconte quelque chose, mais derrière, je sais pas, je sais pas quoi en tirer, je sais pas quoi en dire en fait. Voilà, c'est trop bizarre, je sais pas. Je sais. Vraiment, quand j'écoutais ce livre, à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire dans ma chronique? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais présenter ça? Voilà. Que je vous retranscris mon sentiment de oui, mais c'était une jolie histoire et on apprend des choses mais je sais pas. En vrai, j'étais pas à fond quand j'écoutais. J'écoutais comme ça, quelqu'un qui raconte une histoire, mais où je suis pas à fond dedans, en fait. Voilà, je sais pas. C'est très. Je suis très embêtée. Je suis très embêtée. Voilà. Mais, euh, mais du coup, peut-être qu'il faudrait que je lise d'autres livres de cette autrice. Vraiment. Ouais, c'est ça, il m'a manqué. C'est ça. C'est un peu comme quand j'avais lu aussi. Alors, rien à voir hein, dans le style, mais quand j'avais lu Né d'aucune femme de Franck Bouis. Alors là, c'était moins bien. Mais c'est juste pour dire que, ok, tu m'as raconté une histoire, mais pourquoi Euh, Et qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Voilà, c'est vraiment le truc. Et il n'y a pas un truc qui m'a fait dire waouh, c'est génial, waouh, vous voyez, c'était bizarre. Ouais, c'est ça, c'est juste un récit de vie, en fait. Et alors, beaucoup plus intéressant celui-là que celui de Franck Bouis, hein, on va pas se mentir, parce que déjà, là, c'est réel. C'est réel, ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Mais voilà, je sais pas, il n'y a pas eu ce truc qui m'a fait dire j'ai kiffé ma lecture, quoi. C'est juste ça. Voilà, c'est un mais, exactement. Mais. Oui, peut-être un manque de profondeur. Effectivement, peut-être un manque de profondeur. Parce qu'en fait, juste elle raconte, alors c'est très bien écrit, c'est très joli, je pense que ça va pas, c'est peut-être ça en fait, ça va pas assez dans les méandres des choses, peut-être c'est resté trop en surface, c'est peut-être ça qu'imaginez. Il est très très court le récit en plus, hein, très 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 court. C'est pareil, comme le Kim Tui. Vraiment, ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire que Kim Tui, j'ai eu aussi l'impression, pourtant j'avais adoré Rue qui était aussi très court, mais M, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle restait en surface des choses. Je pense que c'est ça, peut-être que ça manquait aussi d'émotion. Voilà, vous voyez, c'est bien d'en parler sur Twitch parce que ça vient petit à petit. Si j'avais dû chroniquer ça sur Instagram, j'aurais été dans la merde. Mais du coup, voilà, ouais, peut-être que c'est ça, un manque d'émotion. Je pense que je suis trop restée en surface, trop détachée en fait. Je pense que c'est ça le problème vraiment. Qui n'ont pas osé? Et c'est Michel Jean. Ah oui, j'en ai entendu parler, ouais. Qui c'est qui a pas osé? J'ai pas compris, Odeya. J'ai loupé des trucs. Bah, Franck Bouis, j'avais adoré Grossir le ciel, mais c'est vrai que Né d'aucune femme m'a vraiment laissé de marbre totalement, quoi. Mais voilà. Non, mais lisez Grossir le ciel plutôt de Franck Bouis, si vous voulez un Franck Bouis. Hmm. Ah oui, peut-être. Peut-être Odeya, hein, peut-être. Après, c'est un choix. C'est peut-être un choix de, effectivement, d'écriture. Mais ouais, je pense que clairement c'est ça. Il m'a manqué d'émotion. Mm. Ouais, comme quoi, hein. Ah, Grossir le ciel, il était excellent. Pour le coup, là j'ai ressenti quelque chose. Vraiment. Alors que Né d'aucune femme, j'avais tellement un... Ah, ça m'a rien fait du tout. Ni chaud ni froid. Bref, allez. Buveur de vin, je l'ai pas lu. Bon, je passe à la suite. Mais ouais, en fait, c'est ça. Je pense que j'ai réussi à trouver vraiment le truc qui me manquait, c'est l'émotion. C'est ça. C'est ça le truc. Pourquoi c'est bien des fois de faire des chroniques en live comme ça. Les enfants du lac de Ivar Léon Menger, qui sera donc aussi un 8 mai. Parce que, alors celui-là pour le coup, j'ai kiffé ma lecture. C'est-à-dire en mode, je l'ai bouffé. Voilà, ça se lit très bien et tout ça. Seulement, voilà, après l'avoir lu, après une fois que tout s'est décanté, on va dire, je me suis dit,
Euh, Est-ce que je vais vraiment me souvenir de ce livre? Réponse non, clairement pas. Vraiment, je pense que pour moi, voilà, je rejoins pas, je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis dithyrambiques sur ce livre, je ne rejoindrai pas les avis dithyrambiques, parce que pour moi, c'est du sitôt lu, sitôt oublié, en fait. Je l'ai pas trouvé hyper original. On est, voilà, c'est des trucs déjà vus et revus dans Résine, dans La fille du roi des marais, les monstres de Maud Mayeras, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu plein, des trucs comme ça, là. Voilà, sans entrer précisément dans les thématiques pour ne pas spoiler, hein, mais voilà, une famille isolée, en tout cas de base, la famille isolée, qui semble cacher des trucs à ses enfants, tout ça. Ça s'est vu plein de fois. Et surtout, ce qui m'a gêné, c'est que c'est totalement invraisemblable. Quand je repense, en fait, quand je repense au déroulé de l'histoire, je me dis, mon Dieu, mais c'est tellement pas vraisemblable. Enfin... Après, voilà, ça fait partie des trucs qui sont pas gênants quand on kiffe sa lecture. Vraiment, j'étais à fond, voilà, je l'ai bouffé, le livre, c'était cool à lire, il y avait du suspense, il y avait de la tension, etc. Donc voilà, vite fait le synopsis, du coup, au-delà du fait que ce soit une famille isolée. Donc on est visiblement sur une île, une famille avec 2 enfants. Il semble que les parents cachent des trucs à leurs enfants, on le comprend rapidement. Les enfants n'ont pas le droit d'aller, ce qu'ils appellent, de l'autre côté. Alors ils savent pas nager de toute façon, hein, mais voilà, ils ont évidemment pas le droit. Et aussi, ils n'ont pas le droit de voir des gens. Faut surtout, donc s'il y a des gens dans les parages, il faut absolument qu'ils se cachent, etc. Donc ok, voilà, vraiment c'est le synopsis de plein de livres. Mais bon, c'est vrai que t'es à fond parce que tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Alors moi j'ai trouvé que le problème aussi, c'est que le twist venait trop tôt. Beaucoup trop tôt. Quand on découvre ce qui se passe, franchement, je me suis dit, je vais pas vous mentir, tant pis, c'est pas grave, mais je vais pas vous mentir. On découvre très tôt ce qui se passe et ça ne change pas. Parce que j'avais l'espoir, je préfère vous le dire si vous l'avez pas lu, parce que moi j'avais l'espoir de me dire non, mais c'est pas ça la vérité, en fait, il va y avoir un putain de twist à la fin, qu'en fait c'est pas du tout ça. Si, c'est ça. Voilà, on découvre très rapidement le pourquoi du comment, et du coup, ça c'était très très décevant. C'est très décevant parce que du coup, ça enlève un peu vraiment tout le mystère du truc. Et bon, bah du coup, voilà, j'étais déçue par la fin parce que j'ai dit, bon, bah ok, tout ça pour ça. Mais après, voilà, je, je, je peux pas mentir en disant que j'ai pas aimé ma lecture. Mais, bah après, il y a quand même du suspense parce que, euh, en gros, on va dire, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Pour pas trop spoiler. Voilà, est-ce que la mission va réussir, on va dire, voilà. Je peux pas trop en dire. Ça, on le sait pas. Et il y a quand même pas mal de tensions, etc. Mais voilà, mais il y en a plein qui ont surkiffé, il y en a plein qui ont surkiffé ce livre. Moi, je pense que voilà, je pense que j'ai trop lu de trucs comme ça et que ben j'ai envie de. J'adore le postulat de départ. Voilà, pas de souci, moi, ça marche avec moi le postulat de départ, mais il faut que ça prenne une direction que je n'ai pas déjà vue en fait et qu'il soit crédible, surtout qu'il soit crédible. Parce que là, à la limite, c'est surtout le problème, c'est que c'est complètement irréaliste. C'est vraiment. Voilà, moi, pour moi, j'y ai pas cru. Mais. Donc, voilà. Ouais, c'est ça, Bubu. Putain, moi aussi, ça me l'a fait souvent dans les livres, ça. En me disant, ah, tiens, dans Délivrance, par exemple, voilà, je l'avais chroniqué la dernière fois. Délivrance, putain, j'attendais tellement qu'il y a un truc à la fin, là-bas. Et non, il n'y a pas eu. Mais bon, pas grave, hein. Ça arrive. Allez, je passe à la suite. Avec 42 degrés de Wolf Harlander, qui sera aussi un oui mais. Donc, dans 42 degrés, on est clairement dans un
scénario de film catastrophe. Vraiment, enfin, il y a vraiment les codes de ça, c'est-à-dire que, en fait, on suit 5 protagonistes. C'est un peu un roman choral qui vont plus ou moins être amenés à se rencontrer, voilà. 5 protagonistes, 3 hommes et 2 femmes. Donc, il y a une scientifique, attendez, j'essaie de réfléchir, un étudiant, qui est plus ou moins aussi scientifique d'ailleurs, il est étudiant en hydrologie, donc sur l'eau, un commercial de je sais plus quoi, enfin il doit vendre des trucs pour une grosse entreprise, voilà, je sais plus exactement le détail. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un mec qui est pompier ou secouriste, enfin dans, voilà, non pas pompier, si pompier, secouriste, l'un des deux. En tout cas, il secourt les gens, surtout par rapport aux feux de forêt, etc. Bref. Et la dernière, c'est une femme, une citoyenne lambda qui est une mère célibataire. Et donc, tous ces protagonistes vont se retrouver face à une canicule assez inédite, voilà, canicule inédite, et à une future pénurie d'eau. C'est pas du survivalisme, c'est pas du survivalisme. On est vraiment dans le scénario catastrophe, dans le sens où donc on va avoir la scientifique. Donc dans les 5 personnes, il y a une scientifique qui va alerter, qui a fait des études, qui a fait une étude, etc., machin, des calculs, et qui va alerter sur le fait qu'il y a une pénurie d'eau qui s'annonce. Sauf que, donc elle travaille, ah oui, j'ai oublié de préciser, elle travaille à l'ONU, hein. Pas à l'ONU. Si, à l'ONU. À Bruxelles. Putain, la meuf. Oh là là, je retiens tellement pas ce genre de détails, ça m'énerve. Aux Nations Unies. Pas aux Nations Unies. Bah si, c'est ça. C'est l'ONU. Putain, je suis con. Bah oui, l'Organisation des Nations Unies, meuf, l'ONU. Donc voilà, elle travaille à l'ONU. Et donc elle est scientifique, voilà. Et donc elle est c'est au Parlement, Bruxelles, non. Putain, décidément. Pas là là là, je suis tellement nulle en histoire et en géographie. Bref, elle travaille là-bas, elle est à Bruxelles en tout cas. Ouais, mais c'est pas l'OTAN. C'est pas l'OTAN, c'est l'ONU. Il me semble bien que c'est les Nations Unies. Putain, j'espère que je dis pas de conneries. Il n'y a personne qui l'a lu, en plus je parie dans le chat qui va venir me corriger. Bon, désolée si je suis à côté. En tout cas, elle est à Bruxelles, elle travaille pour une grosse organisation européenne, enfin mondiale là, en l'occurrence, mais ouais, non. Bon, bref, bon, peu importe. En tout cas, toujours est-il que personne ne va la croire, ou du moins si on la croit, c'est OSEF parce qu'on estime qu'il ne faut surtout pas alerter la population. Donc vous voyez, c'est vraiment le scénario film catastrophe, tout ça. Faudrait surtout pas alerter et paniquer la population. Non, non, non. On ne dit pas... Sinon, coucou Max. Mais ouais, c'est pas l'OTAN. C'était pas l'OTAN. Ouais, je sais plus. Putain, il me semble bien qu'elle... En tout cas, elle est en Belgique. Il me semble bien que c'est à Bruxelles. Hein. Il me semble bien que c'est à Bruxelles. Ou alors, c'est l'Union Européenne. Mais non, mais il me semble bien que c'est les Nations Unies. Hein. Bon, écoutez, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. De toute façon, ce qui est important, c'est surtout qu'elle alerte tout le monde qu'il y a une pénurie d'eau et que les gens l'envoient se faire foutre. En mode non, non, mais arrêtez, faut pas paniquer la population, etc. Bon, évidemment, vous vous doutez que, comme dans tous les scénarios catastrophes, elle avait raison. Et donc, on va être face à, effectivement, donc déjà la canicule qui fait qu'il y a des feux de forêt partout, etc. Plus les eaux, les nappes phréatiques qui s'assèchent, etc. Et le manque d'eau qui commence à se faire sentir, et du coup les rationnements et le marché noir, etc. etc. Donc voilà, on va suivre tout ça et on va suivre donc ces 5
personnages, alors j'ai oublié les noms, hein, mais c'est pas grave, la scientifique c'est Elsa si je ne me trompe pas, mais après le reste... et donc voilà, bon, par exemple, il y a le secouriste qui va être face à des feux de forêt d'une extrême gravité. On a l'hydrologue aussi, donc qui va faire alliance un peu avec la scientifique par rapport donc à ses recherches, etc., sur comment trouver une solution. Voilà, et donc il y a la citoyenne lambda aussi qui, elle, va devoir fuir là où elle est, parce qu'en fait, elle est agricultrice. Oui, j'ai oublié de préciser, elle est agricultrice. Ça, c'est important, parce que du coup, elle n'a plus d'eau pour sa culture. Et du coup, elle va devoir fuir avec ses 2 enfants. Et c'est un peu la merda. Bref, voilà, donc on a plein de péripéties comme ça. Le souci, c'est que... C'est con parce que je trouvais que ça partait bien. En plus, c'était assez réaliste parce que le livre, il a été écrit il y a quelques années. Et du coup, ouais, bah, voilà, on est en plein dedans, quoi, hein, presque, hein, avec les canicules qu'il y a eu dernièrement, etc. Ouais, mais c'était pas l'OTAN. C'était pas l'OTAN. Bref, après, je sais pas, hein, Mais il me semble pas que c'était l'OTAN, non, non, parce que l'OTAN, c'est vraiment un truc plus militaire et tout ça, mais là, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais c'était peut-être lié à l'Union Européenne, en fait. Bref. Mais d'ailleurs, on est dans plusieurs pays, hein. On est dans plusieurs pays. On est, alors donc l'auteur est allemand, hein, mais on est en Belgique, on est en Allemagne, on est en France, on est un moment en Suisse aussi, et peut-être même en Italie à un moment, je sais plus. Enfin bon voilà, on navigue un peu entre plusieurs pays comme ça. Il y a même des personnages qui sont en Espagne aussi. Voilà, ben, pour un peu montrer la situation aussi dans tous les pays. Et ah oui, et puis il y a un truc aussi qui était très visionnaire, c'est par rapport à la Russie. Forcément, il parle beaucoup, beaucoup de la Russie, de la politique de la Russie, etc. Voilà, donc il y a pas mal de trucs très intéressants. Mais je trouve que la fin, elle était très, très bâclée. En fait, la fin, c'est ah bah ça y est, c'est fini, il pleut. Ah oui, bon, désolé, tant pis, je vous spoil. Comment je vous ai spoilé à la fin, ça y est, il pleut, c'est fini. Ouais, c'est presque ça, mais non, mais c'est juste que bon, je veux dire, ok, mais genre ça résout tout et ça y est, c'est fini. Non, enfin, je sais pas, je peux pas dire juste il pleut, c'est fini. Il y a plein d'autres problématiques, le réchauffement climatique. D'ailleurs, ça m'a gêné qu'il parle presque pas, alors que pourtant, ça devrait être la thématique du livre, mais il parle presque pas du dérèglement climatique, etc. En vrai, je trouvais que ce livre n'était pas assez écolo, finalement. Je pense que c'est ce qui m'a gêné. Bah ouais, mais c'est ça, c'était le Parlement européen, je pense. Mais elle parle des Nations Unies à un moment, hein. Elle parle, peut-être qu'il y avait eu un truc des Nations Unies, un sommet ou quelque chose comme ça, je sais pas, peut-être à ce moment-là. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Non, mais voilà, après, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez écolo ce livre. Il est trop sur de la géopolitique, les histoires de aussi pas mal. Alors c'est intéressant, mais les histoires de marché noir, tout ça, machin, les gangsters. Ah oui, alors en plus il y a des trucs un peu trop. Il y a trop de trucs de gangsters dedans, là, que je me suis dit, ouais, bon, Osef un peu. J'étais pas de ouf avec ça. Et ouais, le message, je trouve que ça manque vraiment, ça manquait vraiment de message écolo, alors que pourtant, enfin, une thématique comme ça, tu t'attends à ça, quoi. À part pour dire la Russie, c'est des grands méchants, bon, ce qui est vrai, hein, mais, mais c'était un peu ça, quoi. Genre, oh, bon, d'accord, ok, on a compris que les Russes, c'était pas sympa, mais sinon, tu peux pas dire autre chose, je sais pas. Il y a autre chose à dire sur une pénurie d'eau à cause de la canicule. C'est pas grave, Silou, non, mais c'est pas grave, après. Ouais, c'est ça. Non, mais je vous jure, en vrai, voilà, oui, je vous spoil un peu, mais que vous soyez pas déçus, mais à la fin, il pleut, voilà. Problème résolu. Allez, putain, tout ça pour ça, merde. Non, mais comme si, en plus, comme si la pluie suffisait à régler le réchauffement climatique. Bah, presque, Ronald. Franchement, presque.
Alors, il m'a pas semblé climato-sceptique, mais en même temps, c'est vrai que voilà, maintenant que tu dis ça, euh, je moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'était plus un livre géopolitique pour dire, hé, regardez, attention, les Russes, ils sont pas sympas, tout ça. Euh, voilà, parce que oui, alors surtout, oui, parce que évidemment, je vous ai pas dit en vrai la grosse révélation, parce que la fin, c'est pas juste il pleut, tout ça, c'est qu'il y a quand même une révélation dans cette histoire dont je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que quand j'y repense, mais t'es là, mais mec, c'est ça ton explication du truc. Voilà. Donc oui, oui, c'est clairement plus géopolitique que écolo. C'est un peu de... Ouais, c'est un peu ballot. Franchement, là-dessus, c'est vraiment ballot. Mm. C'est classé en thriller, ouais. Ouais, c'est classé en thriller. C'est pas classé en SF. Alors après, en même temps, oui, clairement, c'est pas de la SF, hein, c'est clairement un truc qui pourrait arriver maintenant, limite, on est, on est sur on est même plus sur une dystopie, là, on est à la limite de l'anticipation. Voilà, ça peut, à la limite, oui, SF, anticipation, mais alors vraiment, on n'anticipe pas beaucoup, là, parce que... Mais oui, c'est classé en thriller. Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait trop les codes du thriller. Franchement, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment les codes du film catastrophe américain. Il y avait tous les codes du film catastrophe américain. La scientifique, en l'occurrence, qui alerte tout le monde, les hautes autorités qui disent oh non, 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 attention, le tourisme, les gens, machin, il faut pas que les gens paniquent, il faut qu'ils consomment, il faut que si, ça. Les Russes qui sont les grands méchants, bien évidemment. Voilà, vraiment, l'auteur est allemand, mais ça aurait pu être un truc américain de ouf. On est totalement dans le film catastrophe américain. Voilà, c'est exactement ça. Et comme dans tous les films catastrophes américains, il n'y a pas de message. À part que les Américains, ils sauvent le monde et... Bon, là, non, mais... et les Russes, c'est les méchants. Voilà. C'est... Ouais, non, mais c'est ça. Franchement, ouais, ça fait très blockbuster, effectivement. Donc sympa, c'était sympa à lire, hein. Je me suis pas emmerdée dans ma lecture, ça bouge dans tous les sens. En plus, bon, forcément, il se passe toujours quelque chose, c'est cool. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait, tous ces oui mais, à chaque fois j'en parle, on dirait que j'ai pas du tout aimé. En vrai, non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas aimé assez pour vous faire une chronique ultra positive, en fait. Il y a des choses qui m'ont gêné à chaque fois, d'où le oui mais. D'où le oui, j'ai aimé, mais il y a des trucs qui m'ont gêné. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand je fais des oui mais, il y en a souvent, hein, mais quand je fais des oui mais, on a toujours l'impression que j'ai pas aimé le livre. Mais en fait, si, j'ai aimé, hein, c'était sympa. Mais voilà, après, c'est pareil, c'est un truc qui me restera pas, quoi. C'est un truc qui me restera pas. Mais bon. Oui, n'est-ce pas, Adeline? D'accord, ok, Margot. Bon, mais voilà. Sérieux, Ronald? Non, tu fais ça pour dire une blague, parce que c'est ouais, je viens de percuter Roland Emmerich. Bah oui, non, non, tu fais une blague. Oh purée. Non, mais en fait, j'ai cru 2 secondes, j'étais là, non, sérieux, Roland Emmerich, il écrit des livres. Allez. Ouais, j'avais compris. Après, c'est en relisant, j'étais là, attends, Roland Emmerich, attends, non. Vaut mieux lui que Michael Bay. Non, mais oui, oui, non, c'est pas lui. Ça aurait pu, qui sait. Mais surtout qu'il a un nom qui sonne allemand, hein, alors ça passe sur un malentendu. Bref. Cependant, oui, c'est vrai. Cependant, c'est tellement ça. Allez, 200 points pour Gryffondor. Bah oui, c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, si l'auteur était américain, c'était sûr, je sais plus où j'en suis du coup, c'était sûr que c'était, ils allaient sauver le monde dans le truc, hein. Voilà.
Bon, là, ça va, c'était une collaboration de plusieurs pays d'Europe. Bon, c'est l'Europe qui sauve le monde quand même, hein. C'est pas la Russie. La Russie, c'est des méchants. Est-ce que vous avez compris que la Russie sont pas très gentils? Parce que moi, je vous le dis. Voilà. Si vous n'aviez pas compris encore, hein, des fois que... Oh putain. Oh, bref, je rigole parce que... Oui, oui, bien sûr que le gouvernement russe, ils sont pas cool, mais ça enfonce tellement des portes ouvertes, justement, je sais pas, c'est... Voilà. C'est comme dire, la Corée du Nord, ils sont pas très très sympas. Bon, allez, je passe à la suite. Donc, je ne suis pas la fille mexicaine dont vous rêviez de Erika L. Sanchez, que j'avais lu. Pareil, c'était un SP. Ned Gallet, merci Sadoli pour ton abonnement offert à Laurence, c'est très gentil pour elle. Et pour moi aussi. Tant qu'à faire. Voilà, donc c'était un SP Ned Gallet. J'étais assez curieuse de ce young adulte. Et d'ailleurs, j'ai appris dans le même temps que Ellipsis, c'était 2 Saxus. Heureusement, la mise en page était bonne. Ouais, parce que je demande plus les 2 Saxus en SP sur Ned Gallet, parce qu'à chaque fois, la mise en page était pourrie. Mais là, ça va. Donc, visiblement, la collection Ellipsis, ça va. Ouais, c'est leur collection young adulte. Et dans cette histoire, on suit, là je me rappelle des prénoms, on suit Roulia, qui est une jeune adolescente de 15 ans qui vient de perdre sa grande sœur Olga. Donc elles sont, donc Roulia est d'origine mexicaine, hein, mais ça se passe aux États-Unis. Et donc sa sœur est décédée, sa sœur de 22 ans est décédée, a été écrasée par un bus. Il n'y avait pas de mystère, de truc derrière, hein. Mais le truc, c'est que sa sœur, c'était un peu la chouchoute de leur mère. Voilà, c'était genre la fille parfaite. C'était la fille parfaite. Elle allait à la messe, elle s'habillait de façon pudique, machin, elle sortait pas avec les garçons, elle avait toujours des bonnes notes, bref, voilà, c'était l'enfant de cœur, quoi. Alors que Roulia, elle est pas du tout comme ça. Pas du tout. Et du coup, ben, en fait, voilà, le fait que sa sœur meure, c'est pas du tout, en vrai, c'est pas du tout un soulagement pour elle, évidemment, parce c'était sa sœur, elle adorait sa sœur. Et en fait, ça va même la mettre encore plus en difficulté par rapport dans sa relation avec sa mère. Parce que du coup, bah voilà, on a l'impression que genre c'est un peu le lot de consolation. Ah ben oui, j'ai encore Roulia, mais bon, c'est pas Olga. Donc en fait, elle va ressentir ça à chaque fois de la part de sa mère. Genre, mais toi, tu n'es pas Olga. Et c'est très triste. Celui-là, c'est un oui mais sans être un oui mais parce que ça a vraiment été une très très bonne lecture. Le petit mais, je vais peut-être commencer par le mais. Voilà, je vais commencer par le mais, comme ça donnera plus l'impression que c'est une bonne lecture. Parce que le problème, c'est que quand je finis par le mais, on reste sur le négatif. Le mais de ce livre, c'est que j'ai trouvé que il y avait... Enfin, déjà le début, c'était un peu long. Alors pas long dans le sens où on s'ennuie pas, hein, c'est pas qu'on s'ennuie ou quoi, mais long dans le sens où j'avais l'impression que c'était un peu, comment dire, c'était trop young adulte pour le coup. C'est-à-dire que bon, voilà, on suit la vie de Julia avec ses hauts, ses bas, etc. Elle va, j'ai oublié un truc dans le synopsis, c'est que Julia va découvrir dans la chambre de sa sœur, des dessous affriolants, une clé de chambre d'hôtel et je sais plus quoi, un truc où il y a écrit je t'aime. Voilà. Donc elle comprend que sa sœur, elle n'est pas aussi puritaine qu'elle voulait bien le montrer. Et du coup, elle va vouloir un petit peu enquêter là-dessus. Mais en fait, pendant une bonne partie du livre, alors, disons un quart du livre, hein, c'est pas non plus, voilà, ben, il va pas y avoir d'enquête autour de ça. En fait, elle va vite se retrouver bloquée par sa mère qui a compris qu'elle s'était... Alors, elle a réussi à cacher tout ça à sa mère, mais sa mère a vu qu'elle était entrée dans la chambre, donc elle va fermer la chambre, et donc Roulia pourra pas enquêter, etc. Donc, et pendant un bon moment du livre, on suit Roulia dans ses petites péripéties d'ado, en fait. Voilà, c'est une ado, bon ok, sa mère est pas cool, etc.
Mais franchement, pendant un moment, j'étais là, bon, alors attends, est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule là? Genre le synopsis, il est super alléchant, moi j'ai envie de savoir et tout, et en fait, ben non, on nous montre rien. Heureusement, heureusement, ça va changer après quand il va y avoir, alors je peux rien dire, mais il va y avoir un rebondissement. En fait, il va y avoir plusieurs rebondissements même. Et là, on va partir sur une thématique que je n'attendais pas. Et pour laquelle j'étais agréablement surprise. J'ai fait, ah putain, on part dans cette thématique. Et limite, j'ai pensé, il va y avoir aussi un petit mais là-dedans, mais j'ai pensé au départ que ça allait être vraiment la vraie thématique du livre. Et du coup, j'étais trop hypée parce que je suis là, mais c'est trop bien, mais c'est trop une bonne idée, en fait, de nous avoir fait croire qu'on était dans, pas un thriller, mais dans une espèce de petit truc à suspense, machin, et en fait, de partir sur une thématique qui est beaucoup plus profonde. Et du coup, ouais, voilà, j'étais hypée, j'étais en mode, ok, on parle là-dessus, c'est cool. Sauf que, en fait, la thématique, alors, elle n'est pas vite expédiée, mais ça sera pas la thématique principale du livre. Au final, on va revenir sur Olga, etc. Et là, on va tout apprendre, voilà. Mais on passera aussi par d'autres péripéties très intéressantes. Et du coup, voilà, c'était juste ça, mais ça n'empêche que ça a été quand même une super lecture, parce que vraiment, je trouvais que ça mettait beaucoup en avant. Alors, je sais pas si je peux révéler la thématique. J'ai envie, mais... Mais bon, je sais pas. On va dire que c'est autour de la santé, sans plus. Et puis aussi, bon voilà, après il y a évidemment la thématique du racisme, des racines mexicaines aussi, de comment ça se passe au Mexique. Voilà, c'est bien, on apprend pas mal de choses. Alors c'est pas forcément très positif, honnêtement. L'image du Mexique, pourtant c'est une autrice mexicaine, hein, l'image du Mexique est pas forcément ouf. Mais bon voilà. Mais en même temps, ça fustige évidemment aussi le racisme des États-Unis, notamment le traitement. Voilà, il y a une grosse thématique là-dessus aussi, le traitement des gens qui traversent la frontière. Voilà. Euh, C'était. D'accord, faut que je dise la thématique. Bon, c'est thématique, on va dire, santé mentale. Voilà. Et vraiment, ça venait de. Je m'y attendais pas. C'est venu comme ça d'un coup. J'ai fait, ah d'accord. Donc voilà, sans rentrer dans les détails hein, sur la santé mentale. Et du coup, c'était vachement bien intégré dans le récit. Et je trouvais ça cool parce que ça sombrait pas dans le pathos ou rien. Non, non, c'était vraiment fait de façon justement très subtile, très bien amenée et très réaliste. Surtout très réaliste. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Ouais, ouais, c'est clair, Adeline, complètement. Bah là, voilà, on a vraiment une révélation enfin, si on ne savait pas déjà, de ce que, voilà, de c'est surtout ça, ouais, le traitement à la frontière, etc. Enfin, on apprend pas mal de choses sur la famille, en fait, de Roulia. C'était très touchant. Franchement, c'était très touchant. J'étais, et alors, c'est marrant parce que les thématiques là sont arrivées au moment où je me disais que Roulia était vraiment une petite ado, une ado quoi, en même temps, elle a 15 ans, enfin au début, après elle est un peu plus... le récit se tient sur 2 ans. Euh, mais vraiment une petite ado pourri gâtée, enfin dans ma tête j'étais là, putain mais genre tu te crées des problèmes meuf, ça va. Bon enfin à part le fait que sa soeur soit morte évidemment, mais le truc c'est que voilà, il y avait plein de trucs où je me disais putain elle est vraiment chiante quoi. Et en vrai après j'étais là non mais en fait oui, je comprends maintenant, oui, 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 évidemment que en vrai du coup t'es vachement plus en empathie avec le personnage après et tu comprends. En fait ce qui est marrant c'est que je pense que l'autrice elle est forte. En vrai l'autrice elle est forte parce que elle a fait exprès de nous montrer ce côté un peu
un peu pète-couille, j'ai envie de dire, du personnage en mode ah non, il n'y a aucune robe qui me va, oh non, je suis grosse. Alors qu'en vrai, elle n'est pas grosse en plus, enfin bon, ça nous l'explique bien l'autrice, hein, mais voilà, que des trucs comme ça. Même, je trouvais, au début, je trouvais même que c'était un peu grossophobe en fait, parce que j'étais là, mais attends, euh, elle est là. Bon, ça va, je suis pas obèse, hein, mais enfin voilà, il y avait plein de trucs un peu grossophobes comme ça me gênait. Mais en fait, on comprend après que justement, c'est voulu pour que la gamine soit un peu une tête à claque et qu'on se dise, ouais, d'accord, elle a juste des problèmes d'ado, en fait, hein, c'est relou. Et sauf qu'en fait, tu te rends compte après coup que le mal-être est beaucoup plus profond et qu'il y a plein de choses derrière. Et enfin, voilà, c'est pareil pour le comportement de la mère. Enfin, il y a vraiment, c'est bien foutu. Vraiment, elle a très bien calculé son coup, en fait. Ouais, c'était très bien. C'était vraiment super. Voilà, il y a du mais parce que, bon, ouais, mais c'est bien parce elle arrive à introduire comme ça des thématiques. Et j'avoue que quand c'est arrivé de derrière les fagots, j'étais là, ouais, non, ok. Oui, ok, là, oui. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ah, j'ai pas vu Jane the Virgin. Ouais, c'est pas un oui mais, c'est un mais oui. En fait, c'est l'inverse. En gros, ça commence par le négatif pour finir sur du positif. Voilà. Donc ça va. C'est vraiment l'inverse. Voilà pour celui-ci. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai que ça remet beaucoup les choses en perspective. Et en vrai, du coup, on s'attache au personnage parce qu'on se dit, ouais, c'est vrai que moi, j'ai pu être comme ça ado parce que j'avais des problèmes et parce que si ça et en surface, ça aurait pu passer pour voilà, pour juste bah, elle fait sa crise d'ado quoi. Et c'est vrai que moi, je m'en suis même voulu d'avoir pensé ça du personnage en me disant mais putain pourquoi tu penses ça du personnage alors que tu sais que c'est pas juste une crise d'ado quoi. Mais c'est ouf, c'est ouf. Mais c'est bien. C'était voilà, c'était bien. Après, voilà, c'est du young adulte. Mais c'est du young adulte avec des thématiques bien trouvées. Voilà. Alors, un petit manga, Arasaki. Euh... Je suis en train de me dire, putain, alors pareil, j'ai oublié les prénoms, j'ai tout oublié, j'ai tout oublié. C'est un tome 1, mais il est en 2 tomes. Donc j'ai lu la moitié, quoi. Arasaki je sais plus les noms parce que je peux pas lire. J'en peux plus de moi. Alors attendez, il y a Sayako, mais c'est pas l'héroïne. L'héroïne, elle s'appelle Sakura. J'ai peur de dire une connerie. J'ai peur de dire une connerie. Bon, tant pis, je vais l'appeler Sakura, même si je suis pas sûre que ce soit Sakura. Merde. Je suis même sûre que c'est pas Sakura. Bon, c'est pas grave. On va dire c'est Sakura. J'ose pas. Attendez, mais si je suis con, je peux regarder sur mon téléphone. Voilà. Non, parce que bon, c'est mieux d'avoir le prénom. Arasaki. Voilà. Donc, les auteurs, déjà, c'est Noshiro Ryo et Sakura Shino. Tiens, Sakura, c'est la dessinatrice en l'occurrence. Voilà, bon, c'est pas du tout Sakura. Ouais, voilà, je pense que j'avais dû entrer le truc de la dessinatrice. C'est Hinata. Donc, en fait, c'est Hinata qui retourne dans son village natal. Alors, de mémoire, elle a rendez-vous avec son fiancé. Comment il s'appelle? Est-ce qu'on le dit là? Non. Merde. Bon, c'est pas grave. Elle a rendez-vous avec son fiancé. Donc elle prend le train pour se rendre là-bas. Et dans le train, en fait, elle va tomber sur une fille qui la connaît, sauf qu'elle, elle se rappelle plus d'elle. Qui s'appelle donc Sayako. Ouais, c'est bien Sayako.
Merci. Karine qui met carrément le synopsis. Donc voilà, et dans le train en fait, ouais, elle tombe, ouais, parce qu'ils le disent pas dans le synopsis, elle tombe donc sur une fille qui la connaît et en fait qui lui révèle qu'elles étaient amies d'enfance. Voilà, tu te rappelles pas de moi et tout, on était amies d'enfance. Ouais, parce que ça a toute son importance dans le récit, ça en fait. Et donc Hinata se rappelle pas du tout d'elle, mais bon, elle fait style que oui, hein, vous savez, c'est toujours comme ça quand on croise des gens qui nous connaissent. Oui, oui, bien sûr, comment ça va depuis le temps? Merde, c'est qui? Et, et là, donc voilà, elle est en mode oui, oui, et tout. Et l'autre qui lui dit ah, pourquoi tu m'appelles pas par mon surnom comme avant? Merde, c'est quoi son surnom? Bref. Et en fait, à un moment, donc, elles sont. Je crois que le train s'arrête ou un truc comme ça. Je me rappelais pas qu'elle perdait connaissance, mais bon. Toujours est-il que, en fait, elle va se retrouver, effectivement, oui, ça doit être ça, elle perd connaissance, parce que quand elle se réveille, il n'y a plus Sayako. Et donc le train est arrêté au milieu de nulle part. Donc elle va sortir, en fait elle est arrêtée à une gare. Si, il est arrêté pas au milieu de nulle part, il est arrêté à une gare, mais c'est pas sa gare de destination, quoi. C'était pas là où elle devait se rendre. Donc elle descend et tout, et en fait évidemment le truc classique, il n'y a pas de réseau, tout ça machin, ou du moins je crois qu'elle essaye d'envoyer des messages, mais rien, personne répond. Et du coup, voilà, elle va à la gare, il n'y a personne. C'est vraiment, on se croirait dans les Langoliers de Stephen King. Il n'y a absolument personne. Et elle va retomber sur Sayako. Voilà. Ah ben, tu étais là. Et du coup, donc elles vont essayer toutes les deux de partir de trouver du secours en fait. Et en parallèle, on suit le fiancé d'Hinata, je sais plus comment il s'appelle, qui lui, donc, attend qu'elle arrive, donc il lui envoie des messages et tout, et il va décider de partir à sa recherche. Alors je sais plus, je crois qu'il trouve un indice pour savoir où elle est. Et en fait, il va tomber sur son sac dans la neige, oui, parce qu'il neige en plus. Enfin bref, il y a plein de trucs mystérieux comme ça. Et voilà, je vais pas vous raconter évidemment tout le tome. Mais toujours est-il qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose, notamment dans le passé de Hinata. C'est ça qui était assez passionnant dans l'histoire. Et donc on comprend que l'ami d'enfance a quelque chose à voir là-dedans. Et il y a plein de choses qui se passent. Il y a aussi une créature qui surgit de nulle part. Bref, il y a plein de trucs un peu jumpscare, un peu flippant. Hein. C'est un livre d'épouvante, hein. J'ai oublié de préciser quand même. C'est un manga d'épouvante. Il y a plein de scènes assez flippantes. Et j'ai très très hâte de lire la suite et la fin, hein, du coup, puisque c'est en 2 tomes. Et je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on apprend plein de trucs, que je ne vous dirai pas. On apprend plein de trucs sur le passé, sur les parents notamment de Hinata et tout ça. Et j'étais en mode, ah ouais, des révélations intéressantes. Voilà, donc c'était très sympa. Vraiment, j'ai adoré ce tome. Et ouais, c'est ce que je disais au début, ouais, il n'y a que 2 tomes. Ah, les Langoliers, c'est génial, Adeline. C'est génial. Voilà, donc ouais, j'ai kiffé. J'ai bien kiffé ce premier tome et voilà, j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, tout ça. Oui, parce qu'il y a pas mal de mystères, notamment par exemple l'heure qui s'arrête aussi. L'heure qui s'arrête et puis qui reprend plus tard sur les montres et tout ça, machin. Il y a plein de trucs comme ça, t'es là, ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a plein de trucs pas mal dans ce manga. Voilà. Voilà pour celui-ci. Allez, on arrive dans mes 3 préférés. C'est parti, c'est parti. Alors, Méduse. Méduse, ça a un peu été mais oui aussi, hein, en fait, j'ai envie de dire. Parce que Méduse, c'est quand même un livre qui repose beaucoup sur sa fin. On va pas se mentir. Mais c'est pas que ça repose sur la fin, genre il y a que la fin qui est bien, c'est ça repose sur la fin parce que la fin explique tout le reste du livre. Et en fait, c'est vraiment quand tu sais la fin, t'es là, ah putain, mais t'as ton cerveau qui fait Méduse de Martine Desjardins. Où en fait, donc, on suit une jeune fille
dont le surnom est Méduse, en fait, on sait pas comment elle s'appelle en vrai, qui a des yeux particuliers qui font peur à tout le monde. Et donc voilà, en gros, on considère qu'elle est ultra moche et elle doit toujours se cacher, elle doit toujours cacher ses yeux. Et un jour, son père, il en a tellement marre qu'il l'envoie dans un pensionnat où, en fait, c'est un pensionnat de rebut, quoi. En gros, c'est que des filles, c'est que des jeunes filles qui sont rejetées par la société parce qu'elles ont des déformations, des choses comme ça. Donc que des moches, hein, voilà. Et le truc, c'est que même là-bas, la directrice lui dit: ah non, mais elle est vraiment trop effrayante. Elle va faire peur, c'est dire, c'est dire le truc, elle va faire peur aux pensionnaires. Il faut, ici, moi je veux bien la garder, mais à condition qu'elle cache toujours ses yeux, qu'elle baisse toujours la tête et qu'elle fasse les pires corvées, évidemment, sinon c'est pas drôle, hein. Voilà, donc c'est Princesse Sarah revisitée. Et, euh, et en fait, au moment de... Voilà, c'est un truc, un passage très très important qui est au tout début, hein, mais au moment où son père va partir, en fait, il se trouve que il va lui dire un truc relou et qu'elle va souffler comme ça, bref. Et en fait, sa frange qui cachait ses yeux va se relever et donc elle va croiser le regard de son père et son père va mourir d'une crise cardiaque. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Donc Méduse comprend alors qu'elle a potentiellement le pouvoir de tuer avec son regard. Et il faut préciser un truc très important. Non, c'est Maman Sarah, Maman Sarah. Il faut préciser un truc important, c'est que Méduse n'a jamais vu ses yeux en fait, ne refuse parce qu'elle sait que, enfin voilà, on lui a toujours dit qu'elle était affreuse et elle veut pas savoir, elle veut pas se voir dans un miroir. Donc elle évite tous les miroirs, le reflet de l'eau, tout. Elle veut pas voir à quoi elle ressemble, elle veut pas voir à quoi ressemblent ses yeux. Donc on ne saura pas parce que c'est raconté à la première personne. D'ailleurs, elle parle de ses yeux toujours avec un vocabulaire métaphorique. Mes atrocités, mes horripilances, ce genre de choses, tous les synonymes possibles. Et, et donc là, voilà, et elle ne sait pas pleurer aussi, voilà. Elle est dans l'incapacité de verser des larmes. Donc elle découvre voilà, qu'elle a ce pouvoir hein, potentiellement de tuer grâce à ses yeux. Et alors elle va pas s'en servir de suite, hein, mais donc on va la suivre voilà, dans ce pensionnat où il y a des personnes qui viennent, qui sont pas forcément bien attentionnées avec les pensionnaires. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors, pas vraiment de trigger warning parce que j'étais assez étonnée, mais je pense que c'est un choix aussi hein, voilà, de raconter ça comme ça. Mais il n'y a pas de scène d'ultra-violence, il n'y a pas de scène de viol, il n'y a pas de... Voilà, c'est... On est vraiment, comme je disais quand je le lisais en Read With Me, on est vraiment dans un conte. C'est vraiment raconté comme un conte. Alors un conte pas très sympathique, hein, parce que quand même, il y a quand même des morts, il y a quand même des formes de torture, on va dire. Mais qui sont pas explicites. Et du coup, voilà, on a vraiment l'impression d'être ouais, d'être dans un conte de fées un peu macabre, mais quand même dans un conte. Et bon, c'est voulu aussi. Alors, ce qui m'a un petit peu gênée, mais bon, après j'ai compris, et bon, c'est un peu méta, on va dire, c'est que dans l'histoire, elle connaît la légende de Méduse en fait. Et du coup, elle l'associe un peu à sa propre histoire, alors que c'est vrai que dans une réécriture en général, dans une réécriture de mythe ou de conte, évidemment que la personne ne connaît pas le conte original, sinon c'est voilà, c'est très méta. Mais oui, voilà, c'est ça, mais exactement, c'est vraiment, on est dans un conte comme les contes de Grimm, on n'est pas comme les contes de Disney, on est vraiment dans un conte comme les contes de Grimm, c'est-à-dire que c'est très macabre, mais en même temps, il n'y a pas il n'y a pas de scène trop crue. Voilà. Il n'y a pas de scène trop crue qui ferait que on ne pourrait pas laisser un enfant. Mais en même temps, c'est pas non plus pour les enfants, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas.
C'est comme un film Disney. Je parle pas d'un dessin animé, mais un film. Et je parle pas non plus des live action. Je parle vraiment des films Disney, genre Pirates des Caraïbes, ce genre de choses, où c'est en même temps, il y a quand même des morts, il y a quand même des trucs et tout, quand même des scènes parfois un peu dures, mais en même temps, ça reste quand même accessible aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est un peu pareil. Ah bah Disney. Ah bah attends, Sanoli, je vais y venir. Et donc voilà, on suit comme ça cette jeune fille, tout ce qui va se passer, etc. Et en fait, la fin, donc à la fin, on apprend à quoi ressemblent ses yeux, en fait. Hein. Voilà, je vous le dis, parce que bon, voilà, vous savez, pas de suspense là-dessus, mais... Et c'est là, et là, en fait, ça donne... J'avoue que je m'attendais pas à ça. Ça donne tout son sens au livre, et à l'histoire, et au message. Et waouh! Et là, j'étais là... Ok, donc le livre est vraiment, vraiment, vraiment une métaphore. Et my God, c'est génial! Mais quelle idée géniale! Franchement, mais quelle idée fabuleuse! Alors, attention, c'est très... Enfin, je dis attention, je sais pas pourquoi je dis attention, mais c'est très féministe, hein. Non, c'est très féministe. Après, l'histoire de Méduse, de base... en général, quand on se place du côté de Méduse, c'est... Voilà, Méduse est un symbole féministe. Mais, mais là, ouais, et... ça donne vraiment tout son sens à l'histoire, et ouais, mon petit cœur de féministe, là, et c'est là, mais oh là 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 là. Quel beau message. Et dur, et très dur, hein, à la fois. Très beau et très dur, et très réaliste derrière ce côté métaphorique. Et excellente idée, excellente idée. Je sais pas si tu vas aimer, Adeline, parce que vraiment, quand je dis que voilà, ça repose sur le message et tout ça, c'est vraiment le côté féministe hein, qui... Mais bon, après, c'est très gothique aussi, donc je pense que tu pourrais aimer quand même tout le côté, tout ce qui se passe dans le pensionnat, tout ce qu'elle va faire, etc. Ouais, c'est quand même très très gothique hein, comme roman. Elle est québécoise, je veux aimer. Ah, tu l'as lu aussi, Sanoli? Ah ouais, franchement, c'était très 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 beau. C'était très 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 beau. Vraiment voilà. J'avoue que quand j'ai vu le truc, la révélation, ah, j'ai pas pleuré, mais j'étais tellement ébranlée en fait au fond de moi que ah putain, mais oui, c'est c'est génial. Franchement, voilà, je ne peux rien dire d'autre que cette autrice québécoise donc hein, a eu une excellente idée et vraiment, mais tu peux pas penser à ça. Tu peux pas penser à ça, c'est pas possible. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et elle l'a fait. Et elle l'a fait. She did it. Et c'est trop bien. Et je pense à Elsa, c'est dommage parce qu'elle est pas là, mais peut-être faudrait que je lui dise, tiens, un B, je pense à Elsa qui trouvait que, alors, les voleurs d'innocence, il va arriver, hein, qui trouvait que les voleurs d'innocence étaient pas subtils du tout dans ces métaphores, etc. Bah là pour le coup là c'est subtil, là c'est vraiment subtil pour le coup et voilà donc c'était très bien, c'est pas du tout du young adulte, pas du tout du tout, non non c'est pas du tout young adulte hein. C'est vraiment du roman gothique fantastique adulte. C'est clairement pas young adulte, non non là on est et même si j'ai dit que il n'y avait pas de scène et tout ça, que ça restait accessible aux enfants, mais c'est pas ça. Je pense que c'est voulu parce que je pense que en fait, le but de l'autrice, c'était pas de faire du putassier en fait. C'était pas ça son truc. C'était le message qu'elle a voulu faire passer à la fin en vrai. Et elle a tellement pas eu. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle a même pas eu besoin de parler de viol ou de choses comme ça pour sortir un putain de message féministe de derrière les fagots, quoi. Donc c'est trop bien. Voilà, voilà, voilà. Il est très court, hein. Il est très très court. Mais
Franchement, honnêtement, hein, je préfère vous prévenir. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, hein. Il y en a qui vont peut-être être dégoûtés, je sais pas, enfin, qui vont peut-être se dire c'est trop bizarre. Voilà, je préfère prévenir. Moi, j'ai surkiffé, mais ça veut pas dire que ça sera pareil pour tout le monde, hein. Il y en a qui peuvent trouver ça un peu chelou et pas forcément de bon aloi, je sais pas. Mais moi je trouvais ça génial. Voilà. Je ne peux que dire ceci. Voilà, voilà. Et la fin, je vous confirme, non, c'est pas pour les enfants, hein, quand j'y pense, parce que je disais, oui, c'est comme les films Disney qui restent accessibles aux enfants. Non, en vrai, quand je repense à la fin, non. C'est non. C'est pas du tout pour les enfants, en vrai. Clairement pas. Mais voilà. Mais voilà, elle a pas eu besoin de faire des scènes putassières. C'était ça le truc. Allez, ensuite, donc, El Famoso, un bébé pour Rosemary, que j'ai lu hier, hier soir, je l'ai fini après. J'ai commencé en Read With Me, ici, et je l'ai fini chez Séverine, alors un petit peu après, ouais, voilà, mais je l'ai fini très rapidement. Voilà, 300 pages, 300 vraies pages, contrairement à Sur les ossements des morts. Que voilà, je l'ai bouffé. Je l'ai bouffé, un bébé pour Rosemary, j'avoue. C'était trop bien. Franchement, j'allais dire, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Si, j'aurais pu m'y attendre, parce que c'est quand même un classique, hein, voilà. Mais ouais, je sais qu'il y en a plein qui ont vu le film. Moi, j'ai pas vu le film. Je voulais absolument lire le livre avant. C'était un manque, hein, dans ma filmo et dans mes lectures, on va dire. Mais voilà. Donc il était grand temps que je lise ce livre. Et franchement, ouais, ça a été un petit coup de cœur. Bah écoutez, donc l'histoire, c'est jamais, hein, peut-être qu'ils savent pas. Donc l'histoire, c'est un jeune couple, qui emménage dans un appartement. Alors, il n'était pas prévu qu'ils emménagent ici. À la base, ils avaient signé un bail pour un appartement plutôt moderne, mais ils ont eu un appel, ils étaient sur liste d'attente sur un immeuble plutôt ancien, enfin pas plutôt, un immeuble très ancien, mais très, très classe. Et donc quand on leur a dit qu'il y avait une place qui se libérait, ils ont annulé le bail de l'autre et ils ont dit allez, on emménage ici, c'est assez prisé, c'est assez classe, le quartier est bien, voilà, ça a du cachet, tout ça, tout ça. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Bah je te confirme que c'est très malaisant là aussi, hein. Oui, 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 à Silou carrément, là, depuis que j'ai lu celui-ci, je vais lire. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je pensais ne pas avoir lu déjà cet auteur. Et en fait, Kim m'a rappelé que j'avais lu Les femmes de Stepford, que j'avais beaucoup aimé aussi, effectivement, qui est un livre SF assez féministe d'ailleurs, très féministe, hein, Les femmes de Stepford, hein, c'est même le message du livre, hein, les femmes au foyer, tout ça. Et voilà, maintenant je me dis, il faut vraiment que je lise Un bonheur insoutenable parce que j'aime beaucoup la plume de cet auteur. Alors, Un bébé pour Rosemary, c'est pas spécialement féministe, hein, par contre. C'est pas féministe ni anti-féministe, hein, mais c'est vraiment pas le sujet du... Quoique, on peut y voir un truc sur la maternité, tout ça, mais bon, c'est pas vraiment le sujet quand même du livre. On est vraiment dans un truc horrifique, plutôt classique en vrai, hein, mais c'est la plume, la construction, tout le suspense qui font que c'était fabuleux. Donc le jeune couple emménage dans cet appartement, je reprends le synopsis quand même, et une fois qu'ils ont signé le bail et tout ça, il y a un de leurs amis qui leur dit mais non, mais n'emménagez surtout pas dans cet immeuble, il s'est passé, je vais mettre un peu plus vers là, il s'est passé plein de trucs atroces, il y a eu des assassinats, il y a eu des suicides, il y a eu des tueurs en série là-dedans, enfin vraiment c'est une catastrophe, surtout n'allez pas là quoi. Mais eux, ils étaient pas du tout au courant.
renseignez-vous peut-être quand même. Et du coup, ils sont un petit peu refroidis, mais bon, en même temps, ouais, mais bon, ça y est, en plus, on a annulé l'autre bail, on a signé. Et puis bon, Rosemary, elle adore tellement l'endroit que bon, allez, ça peut pas être aussi grave que ça, quand même. Bon, ils emménagent, le lendemain, il y a un suicide, ok. Ouais, mais bon, c'est un hasard, c'est juste une coïncidence, n'est-ce pas? Bref, et donc en fait, effectivement, ils font la connaissance, enfin Rosemary fait la connaissance d'une jeune femme qui est en fait un peu la fille adoptive, entre guillemets, d'un vieux couple qui habite au même étage qu'eux d'ailleurs. Et voilà, elle lui dit à quel point ils ont été des bienfaiteurs pour elle et tout. Et le lendemain, on la retrouve ben, sur le trottoir, morte, parce qu'elle a sauté. Voilà, ils habitent où? Ils habitent au 7e, je crois. Voilà, elle a sauté du 7e étage. Voilà, ça commence bien. Et là, parce que ils ont fait la connaissance de la fille, enfin la ouais, petite fille adoptive, on va dire, et là, ils vont faire connaissance du couple. Qui vont devenir voilà, des amis très très proches, hein. Ils habitent au même étage et du coup ils se rendent beaucoup service, etc. Et en parallèle, donc dans le couple, donc c'est Rosemary, son mari c'est... Putain, je l'ai lu hier soir, hein, je suis grave quand même. Guy, voilà, c'est Guy. Guy, il est acteur. Guy, il est acteur, mais pour l'instant, il a eu que des petits rôles, etc. Mais voilà, il espère qu'il va enfin pouvoir décrocher des rôles un peu plus importants. Et Rosemary, elle est femme au foyer, mais elle voudrait bien avoir un enfant. Et donc on va suivre un petit peu comme ça leur vie de couple avec et leur amitié avec ce couple un peu chelou quand même, on va pas se mentir. Et voilà, je veux pas en dire plus. Bon, ça vraiment, j'adore ce genre d'ambiance. J'adore ce genre d'ambiance, c'est-à-dire que oui, ça prend son temps, effectivement, parce qu'on nous pose petit à petit les petits mystères les uns après les autres. Puis ça s'imbrique petit à petit. Alors, je vais pas vous mentir, il n'y a pas vraiment de twist dans ce livre, parce que en fait, si on n'est pas trop con, on comprend très rapidement les choses, hein, vraiment. Désolé, mais bon, là pour le coup, il n'y a pas trop. C'est peut-être le seul bémol au final du livre, c'est que il n'y a pas vraiment de twist en fait. Alors, ouais, non, même le pourquoi du comment. Enfin, moi j'avais tout deviné. Hein. Depuis le début, j'avais tout deviné. Désolé, mais voilà, j'ai vraiment tout. J'avais tout deviné. À chaque fois qu'il se passe un truc, je dis là, bah ça c'est à cause de ça, forcément. Et oui, c'était évidemment ça. Euh, et voilà, j'avais tout deviné. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai quand même beaucoup aimé l'ambiance. Et puis j'ai bien aimé justement que au final ça aille dans mon sens parce que bon bah voilà, je me dis ah bah si, j'avais bien deviné. Tu sais, tu te gargarises un peu genre oh, je suis trop forte. Alors bon en fait, mais peut-être aussi. Alors je pense honnêtement, on va pas se mentir, mais le livre il est sorti en 1967. Donc je pense que c'était totalement révolutionnaire à l'époque. Alors peut-être pas révolutionnaire parce que des trucs d'horreur il y en a eu avant, mais je veux dire peut-être ce genre-là comment c'est amené, etc. Voilà, à l'époque c'était pas la mode de foutre des twists partout, hein, évidemment. Donc c'est sûr qu'après, quand on a lu énormément de récits horrifiques, tout ça, machin, et vu aussi hein, des films d'horreur, bon, après, voilà, il y a des choses qui sont facilement devinables, mais mais c'est pas grave parce que moi j'adore ce genre d'ambiance. J'adore, en fait, je me rends compte que j'adore de plus en plus les romans gothiques, déjà. Alors, c'est pas forcément gothique celui-là, c'est plus horrifique, mais il y a quand même une petite ambiance gothique parce que on est dans un vieil immeuble. Il y a, voilà, des choses bizarres comme ça. Je sais pas, il y a un côté quand même gothique, un peu maison hantée, même si c'est. Enfin, je veux pas trop en dire non plus, mais on a un peu cette ambiance-là, en tout cas. Et du coup, ouais, je sais pas, j'aime beaucoup ça. J'étais bien, il y a ce côté très paranoïa aussi de Rosemary, où vraiment tu es avec elle en fait, tu dis non mais là il y a un truc et tout, enfin voilà, et t'enquêtes avec elle,
voilà, des fois tu dis ouais, elle est un peu naïve, et en même temps, des fois, elle a des bons réflexes, et voilà, je sais pas, j'étais à fond avec Rosemary, j'étais à fond dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé toutes les petites révélations. Alors, il y a des trucs que j'avais deviné toutes les grandes lignes, mais après, il y avait des petits trucs, évidemment, que je ne pouvais pas deviner, hein. Et du coup, voilà, t'es toujours contente d'apprendre des trucs. Euh, c- voilà, tout ce truc ouais, de paranoïa, tout le monde est contre moi, etc. Ah, j'aime bien ce genre de récit, ça, j'aime bien. Et voilà, et puis alors la fin, c'est vrai que la fin m'a laissé un peu perplexe, j'avoue. Je pense que ça doit être la même dans je suppose que ça doit être la même dans le film, mais parce que vu ce que qui m'en a dit, il m'a pas révélé, hein, mais par rapport à ce qu'il en disait, je pense que c'est la même. Mais oui, là, ça m'a laissé très perplexe, mais en même temps, cette mèche va me gêner, hein, jusqu'au bout. Mais en même temps, je trouve que ça va bien, en fait. Je trouve que ça va bien. Et je trouve que, ouais, c'est justement par rapport à la maternité, tout ça, c'est assez parlant. Je sais pas. La fin m'a pas gênée. Elle m'a laissé perplexe, mais j'ai pas détesté. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Ouais, mon édition faisait 300 pages en poche. Mais c'est pas écrit très gros. Donc je comprends qu'il y ait des éditions peut-être où il y a un peu plus de pages du coup. Voilà. Mais je l'ai bouffé, hein. Je l'ai vraiment bouffé. Ouais, c'est une fin interprétation. C'est un peu ça, effectivement. Euh, Fin un peu ouverte. Mais ça m'a pas gêné. Voilà, après, ben, les références, c'est vrai que voilà, il y a des moments où j'ai eu l'impression de les Rebecca. Vous savez, pour le côté un peu parano, tout ça. Il y a eu des moments qui m'ont fait penser à du Stephen King aussi. Voilà, ouais, des, des, des trucs ou un peu. Alors Rebecca, j'ai pas un avis très positif dessus, mais c'est plutôt pour des raisons, c'est pas par rapport à la plume et tout ça, c'est plutôt pour le message. Mais par contre, voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de Rebecca que j'ai retrouvée là. C'est un peu Hitchcockien aussi par moment. Bah, d'ailleurs, Rebecca, ça a été aussi adapté par Hitchcock, mais du coup, ouais, je sais pas, il y a tout ce truc là comme ça. Euh, que des ambiances que j'aime beaucoup en fait. Que des ambiances que j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais pas de mal à imaginer, parce que je vois en plus à quoi ressemble l'actrice et tout ça. J'avais pas de mal à imaginer un peu des scènes du film, du coup. Voilà. Je m'imaginais comme ça en lisant un peu les scènes du film. Donc je verrai du coup si. Alors je vais pas le regarder de suite, hein, mais ça sera pour plus tard. Mais c'est clair que je le regarderai. Ouais, Rebecca, c'était franchement la plume est géniale, l'ambiance, l'univers, tout ça, c'est excellent. Mais par contre, le message, pas du tout féministe de Rebecca là, c'était très cringe. Franchement, le message était très cringe et j'ai envie de dire que Rosemary, elle est vachement plus futée et féministe pour le coup que, alors c'est pas Rebecca, hein, l'héroïne, j'ai oublié son prénom. L'héroïne de Rebecca. Voilà. Pour le coup, l'héroïne de Rebecca, franchement, t'as envie de lui secouer les puces tout le temps. C'est vraiment, t'es en mode, mais putain, mais réveille-toi, meuf, s'il te plaît, fais quelque chose. Vraiment. Alors que là, Rosemary, elle est quand même plus vive. Alors des fois, elle est un peu naïve, hein, mais elle est quand même un peu plus vive, hein. Franchement. Bref. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Et du coup, on va terminer, parce qu'il est déjà 22h23, putain. On va terminer en beauté avec donc mon préféré de cette sélection qui a été Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. My God, celui-là, franchement, je m'en souviendrai longtemps. Celui-là, je m'en souviendrai longtemps. Et là, c'est du pur roman gothique. Et My God, que j'ai adoré et que je me disais, ça pourrait tellement faire l'objet, justement, d'une série par Mike Flanagan,
qui a fait donc la maison Usher, donc The Hunting of Hill House, etc., etc., qui donc est un pro pour adapter les romans gothiques, hein. Là, franchement, mais my God, ce truc en série par Mike Flanagan, je fonce. Je me dis, mais vraiment, ça, vraiment, c'est tout à fait le genre et j'adore ce genre de truc. Voilà. Roman gothique, ultra féministe pour le coup, et original et prenant, bref, donc l'histoire. Donc, c'est un couple qui a 6 filles. Ils habitent dans un espèce de manoir qu'ils appellent d'ailleurs le gâteau de mariage, parce qu'apparemment ça a la forme d'un gâteau de mariage. On s'imagine bien le genre pièce montée. Ouais, c'est clair, bilan assez gothique. Ouais, bah Octobre c'était roman gothique. C'est vrai que voilà. Et là les trois premiers c'était roman gothique, hein. Comme quoi, j'avoue que j'apprécie beaucoup ce genre. Et donc couple, 6 enfants, enfin 6 filles. Euh, donc elles sont toutes âgées de. Alors en fait, la narratrice du roman, c'est l'avant-dernière qui a 13 ans. Et la petite dernière, elle en a 11. Et l'aînée en a 19, si je ne me trompe pas, au début du roman. Parce que le roman va durer quelques années. Au début du roman, c'est ça. Et alors, est-ce que je vous dis. Je sais pas par où commencer en fait. Non, je vous le dirai après. Donc, il se trouve que la mère est un peu, on va dire, à la santé mentale un petit peu défaillante. Voilà, elle a des genres de visions. Elle n'est pas toujours très parmi nous, on va dire, hein, voilà. Et un jour, l'aînée des filles va rencontrer un homme. Voilà, parce qu'elle est en âge, hein, tout ça. Elle est en âge de se marier. Non, elle a 20 ans même, hein, je crois. Ouais, qu'elle a 20 ans, 19 ou 20 ans. Bon, peu importe, c'est pas très très grave. Et donc, cet homme va la demander en mariage. Et donc, alors que les préparatifs de la cérémonie commencent, la mère va dire il ne faut surtout pas Aster, donc c'est le nom de l'aîné, qu'Aster se marie. Donc elles ont toutes des noms de fleurs, hein, des prénoms de fleurs. Il faut surtout pas qu'elle se marie parce que il va arriver une catastrophe. Il va arriver un grand malheur. Voilà. Et donc, personne ne la croit parce que bon, elle est un peu chez père, hein, c'est bien connu, ouais, ça va, elle nous fait chier avec ses visions. Voilà, et donc évidemment, l'aînée, elle a tout ce qu'elle a envie, c'est de se barrer de cette maison. Vraiment, elle en peut plus, elle veut se casser, donc elle est trop contente de se marier. Voilà. Et il y en a qu'une qui la croit, c'est la narratrice du roman qui s'appelle Iris. Donc qui est l'avant-dernière, hein, je vous rappelle, qui a 13 ans. Iris a un genre de connexion avec sa mère et elle est persuadée que sa mère a raison, qu'il va arriver quelque chose. Et donc elle fait tout son possible pour saboter le mariage en fait. Elle va carrément détruire ou cacher tous les objets liés au mariage, bref. Sauf que ça marche pas, parce qu'au final, le mariage va avoir lieu. Tout ce que je vous raconte, hein, c'est dans la quatrième de couve, hein, voilà. Le mariage va avoir lieu et donc le malheur va effectivement arriver puisque le lendemain de sa nuit de noces, Aster va revenir à la maison. C'est son mari qui la ramène, qui dit voilà, elle a voulu absolument revenir ici, elle est très malade. Et Aster va mourir de façon assez spectaculaire, ouais, j'en dis pas plus. Et donc voilà, la mère avait raison, puisque Aster est morte. Alors le diagnostic, ça va être, elle est morte de la grippe. Oui, oui, bien sûr, la grippe. Et à partir de là, les ennuis vont continuer puisque donc la deuxième fille, qui s'appelle Rosalind, va elle aussi donc
un an ou deux ont passé, hein, Rosalinde va elle aussi vouloir se marier. Elle n'a pas du tout cru à la prophétie de sa mère, parce qu'elle se dit, bon, c'est juste une coïncidence, voilà, hein. Et surtout, elle ne veut pas y croire parce que, comme sa grande sœur, elle veut absolument se casser de cette baraque. Et elle en peut plus de sa mère, elle en peut plus de cette maison, voilà, elle veut se barrer. Donc elle veut absolument se marier. Et là, par contre, le truc c'est que toutes les sœurs, cette fois, croient leur mère qui va encore une fois faire une prophétie en mode il va y avoir un grand malheur. Donc là, toutes les filles vont la croire et vont tout faire pour empêcher le mariage, mais Rosalinde, elle en démord pas. Donc du coup, ça va être genre le mariage où tout le monde tire la gueule. Ça va être trop bien. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, puisque Rosalinde meurt dans les mêmes conditions que sa grande sœur, le lendemain de sa nuit de noces. Et là, on comprend que donc c'est lié à ça. Voilà, et là donc Iris, voilà, commence à comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est comme ça que on va suivre le destin de ses sœurs. On apprend notamment des choses importantes dans le passé de la mère qui expliquent certaines choses. Donc il y a en gros une espèce de malédiction dans la famille. Et surtout, bon, voilà, on va pas se mentir, les voleurs d'innocence, voilà, le titre est parlant, on comprend que c'est une grosse métaphore pour dire que le mariage et a fortiori le sexe hétéro, s'entend, tue. Voilà. Donc, grosse métaphore, hein, parce qu'en fait, évidemment, on comprend que c'est pas, ça te tue pas littéralement, même si dans le livre c'est littéral. Ça te. Voilà. On comprend dans le truc. En plus, les futurs maris, on voit qu'ils sont assez toxiques et tout. Voilà, tu sens qu'elles vont se faire bouffer dans tous les cas, qu'elles vont devoir rester à la maison et faire la popote et faire des gosses. Comme la mère, hein, qui a eu 6 filles, on rappelle. Bref, voilà, il y a tout un truc autour de ça. C'est vachement bien. Alors oui, je l'ai lu, donc pour la précision, je l'ai lu en lecture commune avec Julia et Elsa. Les deux n'ont pas aimé. Que moi qui ai surkiffé. Julia, elle a abandonné parce qu'elle trouvait que c'était trop long. Et c'est sûr que oui, ça prend son temps. Hein. Clairement, il y a des longs passages où on raconte un peu la vie, machin. Voilà. Et Elsa, elle a pas aimé parce qu'elle trouvait, comme je disais tout à l'heure, que c'était trop, que c'était pas assez subtil en fait, les métaphores et tout ça. Que bon, ça disait de suite les choses un peu. Et en plus, elle a été déçue de la fin. Moi, j'ai adoré la fin. Comme quoi. Alors oui, oui, c'est vrai que ça prend des gros sabots. Hein, c'est vrai que ça prend des gros sabots. Ouais, après, moi, les longueurs m'ont pas gênée parce que, en fait, ça raconte. Moi, je trouve que c'était quand même important dans le livre. Hein, voilà, ça raconte effectivement pas mal de détails sur la vie des sœurs, de la mère, etc. Au final, finalement, voilà. Au final, finalement, oui. Il n'y a que le début qui est un peu long à venir et un petit passage à vide aussi vers peut-être les 2 tiers du roman aussi où ça retombe un petit peu avant de finalement remonter. Mais voilà, après ça va. Après ça va. Alors, il y a plein de choses. Il y a pas que cette thématique-là. Il y a beaucoup de thématiques assez féministes. Il y a notamment une des sœurs qui est lesbienne. Ça va être très très intéressant dans le récit. Il y a pas mal de choses qui, voilà, le message qui dit que en fait, peu importe ce qu'on fait, où on va, machin, on peut pas échapper à sa condition de femme quand on est une femme. Alors c'est pas très optimiste tout ça, mais la façon dont c'est dit, c'est assez réaliste en fait. Je trouvais ça très intéressant. Euh, je sais pas, franchement, il y a tellement de choses qui m'ont plu dans ce roman. Beaucoup de tout ce qu'il y a autour de l'art aussi, de l'expression par l'art, c'était vraiment bien.
Ouais, pas mal d'idées, pas mal de petites thématiques autour de ça. Et puis bon, bah voilà, après, oui, évidemment, l'idée principale qui est extrêmement féministe, on va pas se mentir, mais moi j'adore la façon dont c'est amené à chaque fois. Peut-être qu'il y a des choses qui sont... Alors, c'est marrant parce que des fois il y a des longueurs, mais des fois il y a des choses qui sont trop rapides en fait. Qui arrivent tellement rapidement que t'es là, mais oh, attends, laisse-moi me retourner quand même. Des choses trop rapides. Et voilà, mais c'était... moi j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré l'ambiance ultra gothique. J'ai adoré la personnalité de la narratrice qui qui lutte en fait, hein, qui jamais ne se laisse faire, qui vraiment par tous les moyens essaye de sauver ses sœurs, essaye de se sauver elle-même, de sauver sa mère. Euh, c'est vraiment, c'était beau. Ouais, c'est vraiment, c'est un combat féministe quoi, franchement, pour une émancipation en fait, hein. C'est totalement, c'est presque un roman d'apprentissage finalement. C'est presque ça. C'est une lutte pour l'émancipation. Et ouais, c'était beau. C'était beau, c'était gothique, c'était dur. C'était assez dur, hein, quand même. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et bon, clairement, les hommes sont pas là pour le coup. Voilà, pas la bonne image là dans ce roman, mais bon. Mais bon, c'est et donc oui, oui, je comprends que quand Elsa disait que oui, c'était un peu trop, c'est vraiment les gros sabots et tout ça. Effectivement, c'est pas très, là pour le coup, oui, c'est sûr, c'est pas très subtil, mais il y a quand même des choses subtiles dedans, notamment la fin, le petit, la fin est glaçante et vraiment il y a le petit message qui va avec. T'es là, ah ouais, putain. Là c'est subtil, là c'est subtil. Il y a pas mal de choses quand même un peu subtiles dedans, au-delà du gros truc principal qui est que, ben voilà, perdre sa virginité, c'est mourir en fait. C'est un peu ça, hein. Voilà. C'est un peu ça, le message au final. Mais voilà. Voilà, voilà. Et oui, c'est clair, ça ne lit. Oui, alors, précision, j'ai oublié de préciser, pardon, c'était très important quand même. Ça se passe dans les années 50 au début, après c'est... Voilà. Mais, et du coup, ouais, ce qui est hyper intéressant justement, c'est que ça montre aussi l'évolution du féminisme par le biais de tout ça, en fait. C'est ça qui est génial. Parce que, effectivement, dans les années 50 c'était clairement ça. C'était clairement. Putain, j'aurais dû commencer par ça, je suis con, parce que c'est vraiment truc le plus important, justement. C'est que dans les années 50 c'était clairement tu te maries, tu meurs. Tu perds ta virginité, tu meurs. C'est fini, tu n'es plus une femme, en fait. Après, tu es une mère, une épouse, mais tu n'es plus une femme. Euh, voilà, t'es sous la tutelle de ton mari. Donc il y a tout ce gros message-là. Et puis après, on va voir justement une évolution via l'émancipation de la narratrice du féminisme, en fait. C'est ça qui est génial. Putain, heureusement que j'y pense parce que j'avais complètement oublié de dire que c'était dans les années 50 au début. Voilà, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on se marie par choix, voilà, même si ça existe encore, hein, ça existe encore des femmes qui sont totalement aliénées, mais par le mariage, évidemment. Mais c'est voilà, dans les années 50 c'était flagrant. Merci, Clara Gnagna, très mignon comme c'est marrant quand on parle de féminisme, très mignon comme pseudo. J'aime bien. Surtout qu'il y a aussi la thématique des règles et tout ça dedans, hein. Très intéressant. Voilà. Bah ouais, c'est ça, le message et l'ambiance complètement. Mais même l'histoire, hein. Même l'histoire. Donc voilà. Ouais, ouais, moi, franchement, j'ai trouvé, oui, effectivement, elle y va pas par quatre chemins, mais ça me gêne pas parce que c'est bien fait, parce que l'idée est quand même assez originale. Voilà, moi j'ai pas vu ça dans d'autres livres, hein.
L'idée est quand même originale, donc voilà, ça m'a plu. Répète, qu'est-ce que tu veux que je répète? Faut que je répète perte de sa virginité? Je sais pas pourquoi tu veux que je répète ça, Laurence, mais ok. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour. Et du coup, lecture actuelle. Alors, lecture actuelle, il faut que... Ah oui, j'ai commencé, mais tout juste commencé Le Silence en livre audio de Denis Lehan. Et sinon, ben, j'ai aucune lecture en cours parce que j'ai fini hier Rosemary, un bébé pour Rosemary, en papier, sur ma liseuse. Ah si, sur ma liseuse, je suis en train de lire, je me le traîne un petit peu, mais bon, L'Hacienda de Isabelle Cagnas, je crois que c'est ça, Isabelle Cagnas. Je me le traîne un petit peu. Alors là, on est aussi ambiance gothique et tout ça, tout ce que j'aime, mais je sais pas. Là, je trouve que c'est un peu longué. Alors bon, on va continuer, on va voir, mais peut-être, je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec l'ambiance. Ça se passe au Mexique, pour le coup, cette fois, et on est un peu sur la thématique maison hantée, tout ça. Donc voilà pour mes lectures en cours, donc ça fera l'objet d'un prochain bilan lecture avec le début du Black November qui arrive aussi. Ça va être cool. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vais dire au revoir à YouTube. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Putain, pardon, je la voulais plus courte, mais en fait c'était quand même long. Prochaine vidéo, ce sera les sorties grand format de novembre. Donc là, du coup, ce bilan lecture, je suis en train de le tourner mardi, mais comme je vais avoir 2 jours en présentiel, vous ne l'aurez que vendredi. Je me suis bien noté, oui. Vous ne l'aurez que vendredi, et du coup, lundi, donc j'aurai tourné dimanche soir les sorties grand format de novembre. Il n'y en a pas énormément, j'en ai trouvé 28, mais c'est bien, ça, voilà. C'est pas plus mal, puisqu'au moins ça sera pas trop long. Mais il y a des beaux trucs. Il y a des beaux trucs d'ailleurs dans le sens littéral du terme parce que c'est Noël qui arrive et donc il y a beaucoup de beaux livres. Alors j'ai pas mis tout ce qui était réédition sauf quand c'est des nouvelles traductions. Mais sinon j'ai pas mis ce qui était réédition en beaux livres et tout ça parce que il y en a trop. Mais il y a quand même plein de beaux livres. Allez, sur ce, merci YouTube et du coup je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.